Erev Tov à tous, on est très heureux de se retrouver avec le Rav Chouraki de façon presque toutes les 2 semaines, de façon assez régulière. Et ce soir, il va nous parler des sorciers de Pharaon. Sont-ils encore présents dans nos sociétés modernes? On a rencontré les sorciers déjà à la fin du Sefer Bereshit. On continue à les rencontrer à l'époque de Pharaon. Sont-ils encore présents à l'époque moderne? C'est le thème développé pour Midreshet Yehuda par le Rav Chouraki. Bonne étude à tous. Bonsoir. Alors, effectivement, on va parler des sorciers de Pharaon, mais en particulier, le fait que pour l'instant, dans les parachutes que nous étudions en ce moment, nous n'avons pas encore des mitzvot directs, puisque les premières mitzvot vont arriver dans la paracha de Bo. Et par conséquent, il est intéressant de voir des mitzvot qui vont suivre, qui sont essentiels par la suite de la Torah. Par exemple, en ce qui concerne l'Égypte, on a énormément de mitzvot qui sont évoqués comme étant des mitzvot pour se souvenir de l'Égypte, pour se séparer de l'Égypte, pour ne pas reproduire la conduite de l'Égypte. Et parmi ces mitzvot-là, il y en a une particulière, c'est la mitzvah de se séparer, de se distinguer, de ne pas pratiquer en aucune façon ce qui était l'une des caractéristiques particulières de l'Égypte, c'est la sorcellerie, c'est les différentes sortes de magie pratiquées par les sorciers de Pharaon, les Hartoumé Mitzraïm, qu'on a vu déjà, soit en expliquant les rêves, soit maintenant dans les parachutes de Moshe, qui essayent de reproduire les macotes de Moshe, les plaies d'Égypte, etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'approcher ces sorciers sous un regard, je dirais, moderne, et peut-être pour commencer, peut-être juste un point curieux d'histoire. En 1677, en Angleterre, il y a eu une loi qui a été décrétée pour mettre à mort tous les météorologues, tous ceux qui se disaient connaisseurs du climat et pour nous expliquer le temps qu'il va faire. C'est une loi qui a duré depuis 1677 jusqu'en 1959. Elle a été annulée qu'en 1959. À l'époque, ça faisait partie de toute la chasse aux sorcières et on assimilait les météorologues aux sorcières. À la même époque, l'un des plus grands savants de tous les temps, Isaac Newton, qui était, en plus d'être savant, un grand alchimiste et qui a fait énormément de recherches dans l'alchimie. Il était reçu à la Royal Society, dans l'académie la plus élevée scientifique d'Angleterre. Donc, dans cette époque-là, les météorologues étaient poursuivis et les alchimistes étaient bien vus. On ne penserait pas à ce point à condamner à mort tous les météorologues, même si parfois ils se trompent. Mais de là à accepter les différentes, l'alchimie comme étant quelque chose qu'aujourd'hui on sait totalement sans aucun fondement, c'est surprenant. Comme quoi le rapport qu'on a vis-à-vis de ce qui est dans le domaine de la science ou ce qui est dans le domaine de l'astrologie ou de tout ce qui est occulte est une question d'histoire, peut-être de géographie, n'est pas tout le temps aussi évident que ça peut nous paraître. C'est intéressant pour nous parce que vous allez voir que quand on approche les Khartoumé Mitzraïm sous un certain angle, on se rend compte que les moyens ont peut-être changé, mais on a gardé beaucoup de ce genre de personnages encore dans nos sociétés actuelles. Et pour approcher ce sujet, il faut rappeler que chez nos commentateurs, de façon classique, on a différentes manières d'entrevoir, de réfléchir sur les Khartoumé Mitzraïm. On a effectivement dans la Torah les Khartoumim qui sont l'opposition de Moshe et d'une certaine manière, c'est le contradictoire du miracle. D'un côté, Moshe fait des nissim, Moshe amène des makot de manière totalement surnaturelle et on a Paro qui appelle, Vaikra Paro, la Khartoumim, Velamchashefim, la Chachamim, Velamchashefim, il appelle tous ces sages, tous ces sorciers, tous ces magiciens pour faire la même chose, Bela ATM, avec leur tour de sorcellerie. Or, chez les commentateurs classiques, les questions qui sont soulevées sont plus ou moins les suivantes. Quel rapport il y a, par exemple, entre les preuves éclatantes de la présence d'Akadosh Baruch Hu sous la forme de miracles et la Emouna qu'on a justement quand le miracle n'est pas aussi évident, aussi clair, puisqu'on a la Emouna de quelque chose qui n'est pas démontré. Lorsqu'on a quelque chose qui est prouvé de manière absolument éclatante par la conduite
de Moshe, on se dirait, mais alors où est effectivement le rapport de ça et de la Emouna? Entre le rapport qui existe, une autre question majeure qui est traitée dans tous ces parachutes, entre les moftim, les preuves avancées par Moshe, et le libre arbitre de l'homme, en l'occurrence de Paro. On se pose la question, lorsque Akadosh Baruch Hu démontre à plat de couture, c'est le cas de le dire, sa présence et le fait qu'il faut écouter ce que dit Moshe, est-ce que Paro a encore le libre arbitre? Est-ce que lorsque Akadosh Baruch Hu endurcit le cœur de Paro, ce serait lui enlever le libre arbitre, ou ce serait au contraire lui permettre de garder un certain libre arbitre par rapport à le côté éclatant de la démonstration faite par Moshe? Est-ce qu'il y a question qui a une longue histoire tout au long des siècles, entre des Chachamim dans un côté ou de l'autre? Est-ce qu'il y a une réalité concrète et véritable dans toute cette sorcellerie, dans toute cette magie? D'après le Rambam, y croire, c'est déjà croire à des sornettes, ça n'a aucune valeur, c'est complètement que de l'illusion, c'est entièrement faux. D'autres Chachamim ont une position beaucoup plus partagée sur ce sujet. Quelle différence entre la sorcellerie des sorciers de Paro et les miracles effectués par Moshe? Est-ce qu'il y a même eu quelque chose de nouveau pour l'Égypte? Quand arrive quelqu'un comme Moshe et leur dit je vais vous faire des miracles, comment ça peut convaincre qui que ce soit, puisque c'est un pays où même les Khartoumim font la même chose. Sur la formulation de cette question-là dans le Midrash, elle est très intéressante. On nous dit l'Égypte était une memlacha, un royaume du Kishouf, et il y avait même des écoles, des universités où on apprenait ce genre de choses-là. Et lorsque Moshe arrive chez Paro, le Midrash nous dit Otsi Paro tinokot mina eskoli shelaem. Paro est allé chercher les enfants de leur école. Il y avait là-bas des écoles de sorciers, comme on a raconté des histoires plus tard, et il leur a demandé, et les enfants de leur école de magie ont fait exactement les mêmes miracles. Et la question, et le Midrash répond en disant les mata yarka shekol. Quand tu vas dans un pays où on apprécie tel aliment, des légumes, eh bien, amène avec toi le bon aliment. Pour convaincre ces gens-là, il faut lutter, il faut avancer des arguments sur leur propre terrain, dans leur propre domaine de connaissance. Si leur domaine de connaissance, c'est la magie, c'est les miracles, c'est le surnaturel, eh bien, dans ce domaine-là, sur leur propre terrain, Moshe va les battre. Voilà tout un tas de questions qui sont évoquées et qui sont longuement développées par nos Chachamim. Mais ce que j'aimerais, avec vous ce soir, essayer d'entrevoir, c'est une autre sorte de question. C'est d'essayer d'entrevoir quel est le rôle que remplissaient ces Khartoumim dans le pays d'Égypte. Quel est le caractère de ces personnages? À quoi correspond cette fonction-là dans la société d'Égypte et par conséquent, qui la remplit dans nos sociétés modernes et actuelles? Quel est le monde, quelle est la civilisation qui tourne, qui gravite autour de ce genre de gens? Peut-être j'irai essayer de faire monter, comme par Alat Ov, j'allais dire par nécromancie, la personnalité de ces Khartoumim. Il semble que ces Khartoumim, ces différents sages, ont différents aspects, différentes facettes, différents visages, et que peut-être dans chacune des sociétés dans lesquelles nous trouvons, il y a un nouveau visage, une nouvelle métamorphose de ces Khartoumim. Ce sont des personnages extrêmement intéressants à analyser, pas simplement pour analyser l'histoire ancienne, mais pour analyser toute société par la place qu'elle laisse, qu'elle garde pour ce genre de personnages. Leurs habits peut-être changent, leurs méthodes sont peut-être différentes, mais leur fonction peut-être reste malgré tout analogue et peut encore être retrouvée. Voilà ce que j'aimerais essayer d'entrevoir à travers l'étude des Khartoumim de Paro, l'étude des Khartoumim d'Égypte. Et par conséquent, il faudrait commencer en premier lieu à essayer de voir quelle est effectivement la particularité de ces Khartoumim. J'aimerais le faire à travers un mot. Vous savez, comme parfois la Torah nous met sur la piste d'idées extrêmement profondes à travers un mot, une bizarrerie linguistique, parfois quelque chose un détail, et ce détail-là nous permet d'ouvrir notre étude. Le mot que j'aimerais entrevoir, qui est unique dans la Torah, qui apparaît à un seul passage, c'est dans l'autre passage, c'est lorsque Paro appelle les Khartoumim Mitzraïm, et le pasuk dit la chose suivante, Vaïkra gam Paro la chachamim velam chashefim,
Vaya'asu gamhem hartume mitzrayim belahatehem ken. Paro a appelé lui aussi ses sages et ses sorciers, et ils ont fait eux aussi les Khartoumé Mitzraïm, les sorciers d'Égypte, Belahatehem Ken. Lahatehem, Lamed He Tet, est un mot qui apparaît que dans ce pasouk-là. On le revoit quelques psukim ensuite, où on nous répète encore une fois, Vayasu Ken Khartoumé Mitzraïm, Belatehem, Lamed Tet Yudhehem. Donc c'est le même mot qui apparaît une fois sous la forme de lahatehem, parfois une la force de latehem, et on explique ça en général en disant ils ont fait eux aussi d'après leur tour de magie, dans leurs compétences de magie. Mais que signifie de manière exacte ce mot lahat, ce mot latehem qui apparaît uniquement dans ce passage? Rachi d'ailleurs, dans son commentaire sur ce passouk-là, nous dit Enlo dimayon bamikra. Il n'y a pas d'autre mot analogue dans la Torah, et c'est ce qu'on appelle un apax, un mot qui apparaît une seule fois, il faut le comprendre après le passage. Vous allez voir que ce n'est pas entièrement exact, parce qu'on a dans le Talmud, Masechet Sanhedrin, un débat sur la différence entre lahatehem, puisqu'une fois il apparaît sous cette forme-là, les sorciers de Pharaon ont utilisé leur lahatehem, et une deuxième fois il apparaît sous la forme de latehem, sans le he entre le lamed et le tet. Et le Talmud nous dit, lorsqu'il est écrit lahatehem, c'est maaseh keshafim, lorsqu'il est écrit latehem, c'est maaseh shedim. C'est dans un cas un acte de sorcellerie, lahatehem, et dans l'autre cas maaseh shedim. Shedim, c'est des forces occultes, des diables, des démons. Enfin, ça ne nous avance pas tellement parce qu'on n'a pas trop de connaissances ni dans le domaine des kishufim, ni dans le domaine des shedim. C'est d'ailleurs d'autant moins suffisant pour comprendre le pasouk qu'il y a une autre version du Talmud qui nous dit non, c'est pas lahatehem qui est maaseh kshafim et latehem qui est maaseh shedim, c'est lahatehem qui est maaseh shedim et latehem qui est maaseh kshafim, exactement l'inverse. Donc entre les deux, j'allais dire, notre cœur balance, on n'est pas vraiment assuré de la compréhension exacte du mot, simplement en se basant sur les maaseh keshafim, le kishouf et la magie, ou alors maaseh shedim, les forces occultes et démoniaques. Ces deux domaines-là nous semblent très très loin de notre monde rationnel, très très basé sur la raison, sur le monde cartésien, la science, etc. Alors il faut commencer à développer le mot lui-même à travers certains chachamim qu'on n'étudie pas assez et qui sont peut-être parmi les plus grands pour ouvrir une étude de la Torah, à savoir les chachamim medakdekim qui ont développé la compréhension exacte de la langue et de chaque mot du vocabulaire de la Torah et de la grammaire de la Torah, ces grands grammairiens du passage du Xe siècle au XIe siècle, de Fès en Espagne, au Maroc, à Cordoue en Espagne, on a par exemple Rabbi Yehuda Hayouj, l'un des plus grands, celui qui a formé la connaissance de lettres, des racines à 3 lettres en hébreu. Celui qui va dans la suite de ce Rabbi Yehuda Hayouj, Rabbi Yonai ben Janach, plus connu à son époque comme Abu al-Walid, Marwan ibn Janah, qu'on a appelé ensuite, au lieu de Marwan, Marinus, Rabbi Marinus, Rabbi Avraham ibn Ezra le cite, Xe siècle à Cordoue. Et ces chachamim-là ont écrit des dictionnaires de la Torah, Sifrei HaShorashim, où ils nous parlent de toutes les racines et ils nous expliquent qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et par conséquent, lorsqu'on cherche à la racine lahat, parmi ces premiers dictionnaires les plus anciens de la langue hébraïque, on obtient la chose suivante. Lahat avec un he, et le même mot que lahat avec un aleph, et donc on trouvera d'autres occurrences. Par exemple, dans le livre de Shemuel, on avait un melech lahat et panav, qu'on connaît dans un hébreu plus moderne lorsqu'on parle de lot ou loté ba'arafel. C'est l'idée de ce qui recouvre quelque chose. Lahat et panav, il s'est couvert la face. Loté ba'arafel, c'est lorsque quelque chose est recouvert par des nuages, une brume qui cache les choses. L'idée de lahat, d'après Rabbi Yehuda ben Hayouj et d'après Rabbi Yonai ben Janah, c'est de nous dire, c'est le fait de recouvrir, de cacher quelque chose. Et celui qui continue dans cette suite-là, au XIIe siècle en Provence, Rabbi David Kimhi, le Radak, nous dit, les maaseh keshafim, toute cette magie, c'est quelque chose qui se fait en secret, c'est quelque chose qui est caché, qui est détourné l'attention des personnes pour pouvoir faire
laisser cours à leur imagination d'une part, et autour un peu l'équivalent du prestidigitateur, celui qui va agir vite avec les mains pour qu'on ne voit pas ce qui se passe réellement. D'une certaine manière, cette explication des Khartoumé Mitzraïm, ce sont ceux qui agissent de façon cachée et secrète pour qu'on ne voit pas où se trouve justement la faille. Il y a d'ailleurs quelque chose de proche de cette idée-là. C'est ce que dit le Targum Unkelus lorsqu'il traduit Bela HTM, Bela Hashehon. La Hashehon, c'est leur chuchotement. C'est le chuchotement des incantations du sorcier qu'il fait de manière très discrète, qu'il fait dans le côté secret et surprenant, qui essaye de garder comment dire, la crainte de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne comprend pas. Ce sont toutes ces choses-là qui sont faites en secret. Voilà l'idée de l'Ahat. Voilà ce que d'ailleurs continue Saadia Gaon. Rashi ramène cette idée de l'Ahash. Saadia Gaon continue. Ce sont les choses à Nassim, Bechashai, Behester, tout ce qui est fait en cachette. Voilà la première idée. Mais ce qui est très intéressant, comme très souvent dans l'étude de la Torah, c'est que ce même mot lahat, qui vient d'être interprété comme étant ce qui est loté, Arafel, ce qui est caché, ce qui est brumeux, ce qui est lumineux, eh bien, est interprété par le même Radak, Rabbi David Kimhi, dans son Sefer HaShorashim à lui. Après avoir amené la première explication, il propose une deuxième explication. Et il dit, mais c'est pas vrai qu'on n'a que, dans cette occurrence-là, le mot lahat. Puisqu'on a dans le livre de Bereshit et lahat acherev amitapechet, lorsque Akadosh Baruch Hu met les kérouvim garder l'entrée du Gan Eden, eh bien l'entrée du Gan Eden est gardée par des kérouvim qui ont une épée cherev amitapechet, mais qui a aussi un lahat acherev amitapechet. C'est quoi ce lahat acherev amitapechet? Eh bien, c'est quelque chose qui considère, c'est quelque chose qui donne un certain éclat, l'éclat de l'épée. Et cet éclat de l'épée, c'est plus du tout quelque chose qui est caché, c'est plus quelque chose qui ne se voit pas. Au contraire, c'est quelque chose qui est entièrement visible. Et c'est cette chose-là visible qui est évoquée à travers cette idée de lahat. L'idée de l'épée, lahat acherev amitapechet, c'est le côté scintillant, le côté resplendissant, le côté de l'épée qui aveugle. Lorsqu'elle bouge très vite, elle reflète les rayons du soleil. Elle a le métal brillant, c'est la brillance, le côté coruscant de l'épée. Et bien voilà que ce qui était lahat dans le sens caché se trouve lahat dans, comme on parlerait aujourd'hui de chut al-lahat, le filament brillant de l'ampoule qui éclaire, de l'électricité. Voilà deux idées totalement opposées. C'est caché ou c'est au contraire resplendissant et brillant. Celui qui fait le lien entre ces deux idées, c'est le Ramban Nachmani, dans son commentaire sur la Torah, qui ramène les deux explications de lahat, lahat et lahat, en distinguant le lahat avec un he, qui est celui qui est brillant, comme le lahat acherev amitapechet, l'épée qui brille, et lahat, le côté l'autre, le côté caché, le côté lent et discret, pour expliquer les deux aspects des forces des sorciers de Pharaon. L'idée du Talmud de nous présenter l'acte de sorcellerie ou l'acte des Chédim, c'est deux aspects. L'un est celui qui, au contraire, essaye d'attirer l'attention par la brillance, par le côté, l'illusion dans lequel le regard est détourné vers quelque chose qui nous accroche. Et au même moment, de l'autre côté, en cachette, discrètement, le magicien fait son tour de passe-passe. L'idée est très intéressante, d'ailleurs en hébreu, le mot, comment dire, est très intéressant. On parle de Achizat Enaim. Achizat Enaim, c'est comme si on vous prenait les yeux et on les détournait quelque part. Il y a le côté du feu, de la rapidité, de ce qui éclaire, de tous les projecteurs qui sont dirigés quelque part. On vous a détourné l'attention vers cet endroit, mais on a en même moment derrière, en cachette discrètement, pendant ce temps-là, fait le tour de magie. C'est plus le côté prestidigitation rapide des mains, prestidigitation, c'est le côté
comment dire, complexe de ces deux aspects, l'aspect lahat et l'aspect loté en même temps. Et c'est très intéressant parce que commencer comme ça l'approche des Khartoumé Mitzrayim, eh bien, entre ces deux aspects, eh bien, il semble que avec des moyens différents, nous vivons dans des civilisations, dans des cultures qui nous apportent aussi ces deux aspects-là. Un aspect qui, d'un côté, apporte comment dire, les éclairs, le spot, les projecteurs dans certains domaines, quand au même moment, il reste des zones obscures, des zones qui ne sont pas justement éclairées, qu'on peut ne pas entrevoir. Voilà des questions extrêmement intéressantes pour approcher peut-être une civilisation des, je dirais, de tous les projecteurs brillants qui éclairent de quelque part une civilisation des étoiles, de tout ce qui va créer le show, la manière de présenter ça de manière très claire. D'ailleurs, dans le dessin animé qui a été fait sur le Prince du Nil, ils ont remis les sorciers de Pharaon comme purement un véritable comédie musicale, un show purement comment dire, de Broadway. On a l'impression d'être à Hollywood pour nous parler justement, j'allais dire presque d'actualiser ces gens-là dans quelque chose qu'on connaît dans une civilisation des étoiles qui met l'accent sur toutes ces choses-là. Il y a d'ailleurs une institution qui joue de manière très très particulière sur ces deux aspects, ce qui est révélé et ce qui n'est pas révélé. C'est une expression qu'on a, d'ailleurs elle est valable aussi en hébreu comme en français, le travail des journalistes est un travail dans lequel on nous dit il y a le droit, le zrut hatzibur lada'at, le droit à l'information. Lorsque le journaliste va nous approcher, que dire, nous donner quelque chose, on dit il est en train de couvrir l'événement. C'est une expression fabuleuse, cette expression. Il est en train de couvrir l'événement. Qu'est-ce qu'il a recouvert exactement dans l'événement? Qu'est-ce qu'il a caché dans cet événement-là? Il a dévoilé à tout le monde en le diffusant partout. Il appelle diffuser quelque chose le fait de recouvrir l'événement. Comment on peut justement recouvrir certaines choses? Peut-être parce que à travers ce qui est montré, à travers ce qui est diffusé, à travers la façon de mettre le doigt sur certains aspects ou d'autres de l'information, il y a d'autres aspects qui sont plus mis en sourdine. Il y a d'autres aspects qu'on a beaucoup moins à l'attention, dans lesquels on fait moins attention. Je vous donnerai un exemple très simple. Au niveau politique, vous savez qu'en Israël, on a une loi absolument particulière, ça s'appelle le Chok HaEsderim. Chok HaEsderim, c'est quelque chose d'une invention israélienne particulière. C'est qu'au moment où il faut voter le budget, là, le budget n'est pas voté, entre autres pour cette raison-là, on fait, à côté du budget qui est voté, un gros livre de loi dans lequel on nous dit le coût que va avoir justement le budget. Et tous les lois qui ne vont pas, comment dire, qui ne vont pas pouvoir passer suivant le budget, parce qu'on aura pu voter comment dire, des lois, mais on dit oui, mais ces lois-là, on ne va pas pouvoir les appliquer cette année, ou d'autres, on va pouvoir les appliquer. C'est un gros livre comme ça, et dans ce gros livre-là, on doit voter tout ensemble. C'est où on passe le Chok HaEsderim, ou on ne passe pas le Chok HaEsderim. Mais combien de Chavrei Knesset arrivent à lire du début jusqu'à la fin tout ce qui est écrit dans ce Chok HaEsderim pour nous raconter ce qu'après avoir été voté va finalement être réalisé de toutes les lois qui existent mais qui ne pourront pas être mises en pratique. Voilà quelque chose qui est mis en avant et d'autres choses qui sont totalement, je dirais, discrètes, dont on n'entend pas tellement parler. Il y a tout un tas d'instituts qui nous racontent tout un tas de choses importantes. Certains sont mis en avant et d'autres on les oublie, d'autres on ne connaît même pas. On ne nous parle pas de tous les rapports dans tous les domaines. C'est quelque chose de très intéressant. Voilà une civilisation qui sait mettre en avant certaines choses, qui sait mettre les projecteurs, le lahat quelque part, et qui à côté de ça est très discrète sur d'autres problèmes. Et si on voudrait se rapprocher de quelque chose de très sérieux, de quelque chose de très respectable, est-ce que dans le travail scientifique, qui a pris la suite de tout le travail, de toute l'époque, comment dire, ancienne, irrationnelle, mythique, de tous ces sorciers et autres, est-ce que on a toujours quelque chose qui est clair ou non? Prenez simplement le débat qui aujourd'hui traverse toute la société, et pas la société israélienne, mais toute l'humanité, à savoir est-ce qu'on nous a donné toutes les informations, est-ce qu'on n'a pas toutes les informations, est-ce qu'on a révélé ou on n'a pas révélé les protocoles et ceci et cela. Mais tout le problème réside justement là-dessus. Il y a quelque chose qui est éclatant aux yeux de tout le monde, c'est qu'il faut utiliser, comment dire, je dirais, c'est la pertinence technologique du résultat. Oui, mais à côté de tout ça,
combien de questions sont-elles laissées dans l'ombre? Et avant même les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, sur lesquels nous sommes beaucoup plus, comment dire, d'acuité, mais d'une manière générale, est-ce que tous les problèmes de déontologie, d'éthique, moraux, humains qui sont soulevés par l'avancée du progrès sont autant débattus que le progrès lui-même et que la technologie elle-même. Le résultat de la technologie est par elle-même, il est utilisé, chacun l'a dans sa poche, dans sa main, l'utilise toute la journée. Mais tous les autres problèmes soulevés sont peut-être la hâte, l'ôté Arafel, laissés dans une certaine ombre, de façon, comment dire, très discrète, parce que ce sont des problèmes autrement plus compliqués à résoudre et à réfléchir. Quel est véritablement ce que le Talmud développe en expliquant il y a d'une part Maaseh Keshafim et d'autre part Maaseh Shedim. Alors on n'y comprend pas grand-chose à ces Keshafim et à ces Shedim, ni la sorcellerie, ni les forces des démons ne sont pour nous quelque chose de très clair. Quoique, quoique, on aurait quand même certaines pistes à proposer. Alors bien entendu, avec comment dire l'humilité de comment dire de ceux qui ne sont pas arrivés au plus haut niveau de la sorcellerie et de toutes les grandes comment dire recherches dans ce domaine-là. Il y a une leçon entre parenthèses dite d'Emmanuel Lévinas dans son recueil du sacré au saint qui est entièrement consacré à ce passage du Talmud. Et je vous convie de voir comment dire les résultats que propose Lévinas là-dessus. Mais enfin, il y a quelque chose de très simple. Il y a une manière d'agir qui utilise des Maaseh Kshafim, qui a le recours à quelque chose avec des moyens extérieurs, et il y a quelque chose qui se fait sans aucun moyen. Est-ce que l'utilisation de la technologie devrait-elle s'appeler un kishouf avec des Maaseh Kshafim ou avec des Maaseh Shedim? C'est une question qui n'est pas fortement débattue et on n'a peut-être pas aujourd'hui, lorsque la technologie n'est plus même simplement dans l'ordre du concret, puisqu'elle nous donne un monde entièrement virtuel, et si virtuel il y a, eh bien, on n'est plus tellement loin de Kishouf ou des Shedim. Ces forces occultes sont-elles tellement différentes de tout le monde virtuel qui nous entoure? Les Chachamim dans Maseret Berachot nous disent, si on savait le nombre de Shedim qui sont autour de nous, on les voyait vraiment de nos yeux, on en tomberait comment dire, à la renverse de se dire il y a tellement comment dire, entouré de ces forces-là. Ah oui, mais les virus, les microbes, comment dire, les ondes qui nous entourent, tout ça, mais on en a plein, on en tombe malade. Mais certains ne sont pas encore sortis, ils sont restés dans une phobie de ces différents Shedim. Est-ce que la réaction de tout le monde vis-à-vis de ce genre de choses-là est-elle tellement différente de celle de l'Égyptien par rapport à ce que lui proposait, lui faisait entrevoir ou lui, comment dire, ou le menaçait les différents sorciers de Pharaon? Et finalement, le Talmud nous propose quelque chose de très intéressant. La Mishnah de Masechet Sanhedrin, dans laquelle on parle de Maaseh Kshafim et Maaseh Shedim, nous donne deux exemples très amusants. Alors, que fait le Mechashef? Il y a deux possibilités. Première possibilité, il a, par ses forces de magie, la possibilité de faire sortir des concombres dans un champ. Motzi Kishuim Bassadé. Alors, on dit il y a deux possibilités de sortir des Kishuim dans le champ. La Mishnah nous dit il sort des Kishuim réellement, et dans ce cas-là, il a recours à la magie, et c'est quelque chose qui est absolument interdit, et donc il sera coupable. Par contre, si jamais il donne l'illusion d'avoir fait sortir des Kishuim dans le champ, il y a le champ, on voit des concombres, mais ce n'est pas des vrais concombres, alors dans ce cas-là, il ne sera pas, comment dire, chayav, c'est source ce qu'il a fait, mais il n'est pas tour, on ne donnera pas de onesh là-dessus. C'est très intéressant. Les technologies qui nous permettent de faire sortir des concombres réels ou des concombres virtuels. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde dans lequel nous vivons, le monde de l'économie, n'est-il pas un monde dans lequel on est en train de créer des produits financiers pas si différents que les concombres dans le champ? On en fait commerce, on en fait échange, on investit sur des concombres qui ne sont pas encore sortis et qui peut-être ne sortiront jamais. Et pourtant, tout notre monde est entièrement rempli de ce genre de produits. Mais finalement, quelle différence tellement majeure sépare-t-elle un monde entièrement basé sur tous ces produits virtuels et le différent sorcier évoqué par la Mishnah, où on nous parle de celui qui fait apparaître réellement ou virtuellement ou de façon illusoire les concombres dans son champ? Est-ce que cette technologie vient servir différentes spéculations
basée peut-être elle aussi sur la façon de Akhrizat et Naïm, sur la façon de créer ou d'imaginer ou de supposer des produits à venir ou des produits qui n'existeront pas, n'est-elle pas une autre métamorphose des lahatem et latehem, des maasé kishouf ou des maasé shedim dont nous parlait la Gemara? C'est peut-être trop facile de reléguer ce genre de pratique à un monde antique pour des peuplades primitives sans se poser la question, est-ce qu'on n'a pas gardé certaines choses de toutes ces pratiques-là beaucoup plus rationnelles dans un monde moderne? Et peut-être, est-ce qu'il n'y aurait pas, alors là on parlait de concombre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans ceux qui a recours à aucun moyen extérieur, mais entièrement dans le secret de l'intériorité, de l'illusion de la personne, une certaine mode de sorcellerie liée à une spiritualité qui n'est pas confrontée au monde réel, qui n'est pas confrontée au monde pratique, au monde de l'action, qui n'est pas passée de l'état de spiritualité à l'état de mitzvot, d'engagement, de pratique dans le monde, comme la Torah nous conduit. Est-ce que toute possibilité de développer quelque chose qui serait simplement spirituel n'est pas avoir recours à un monde intérieur qui ne prend pas l'examen, le contrôle de ce qui est le monde pratique, le monde comment dire, de la vie? Est-ce qu'à l'origine de cette intériorité qui vivrait un enthousiasme, même religieux peut-être, simplement intérieur, sans avoir la conduite extérieure, qui lui donne le garde-fou, je dirais, de tout ce genre d'intériorité, n'aurait-on pas peut-être aussi tous les débordements permis, toutes les différentes déviations de l'idée même de la spiritualité ou du rapport vis-à-vis du divin? Mais, et quelqu'un a évoqué en disant, mais on recouvre ou non l'œuvre d'art. Effectivement, il y a quelque chose d'important. Derrière ces deux aspects, lat et lahat, le côté lot qui cache et le côté brillant qui révèle, qui montre, il y a un certain rapport de choses extrêmement intéressantes, même pour des choses très positives. Est-ce que sur les fondements même de la culture, est-ce que sur les fondements même de l'art, il n'y a pas quelque chose qui est révélé et quelque chose qui est caché? Est-ce que toute la langue n'est pas faite sur... Il y a un très beau essai de Bialik qui s'appelle Gilouy Vekisouy Balachon, pour montrer que toute langue est faite justement de quelque chose qui se révèle et au même moment de quelque chose qui est gardé en secret. Est-ce que toute la Torah n'est pas basée là-dessus? Est-ce que toute la Torah n'est pas justement le rapport entre ce que Kadosh Hu nous révèle et ce que Kadosh Hu garde secret? Est-ce que dans la Torah, lorsqu'on passe du Pshat au Drach Remez, au Sod, on n'arrive pas justement à ce qui est secret? Est-ce qu'il y aurait là aussi quelque chose qui serait semblable au Lahat d'une part et au Loté de l'autre part et à ce qui est caché? Est-ce que d'une côté, il y a ce qui est exprimé, ce qui est en mouvement, ce qui est présenté, et d'autre part, ce qui est secret, ce qui est l'énigme, ce qui est simplement fait par allusion dans le secret de la connaissance de la Torah? Peut-être justement la façon de gérer ces deux aspects, c'est dans la mise en pratique dans le monde de la halakha, dans le monde de la conduite des mitzvot, dans le fait de dire on accepte une certaine rigueur pour essayer de juger, de peser le poids de cette intériorité et ne pas la laisser simplement aux grandes envolées du cœur, aux grandes envolées de l'art, et la rapprocher en permanence du contact avec la responsabilité morale, pratique, immédiate de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qui est interdit. Mais il semble que si on n'approchait que cet aspect des Khartoumim, on oublierait peut-être quelque chose d'essentiel. Et ce qu'il y a d'essentiel dans les Khartoumim Mitzrayim, c'est que ce sont des personnages hautement politiques. Ce sont des personnages extrêmement imbriqués et intégrés dans tout ce qui concerne le pouvoir. Et d'une manière générale, tous les souverains de l'Antiquité sont entourés de ce genre de personnages très particuliers. Et l'apparition même de ces Mechashefim, on l'a vu dans la fin du livre de Bereshit, avec les Khartoum et Mitzrayim de Paro, on le voit au début de Sefer Shemot avec le Paro, est aussi lié avec une affaire politique en premier ordre. Voilà les Béné Israël qui sont en Égypte, une histoire d'esclavage, une histoire d'un peuple mis en servitude qui doit sortir d'Égypte. Le fait de le sortir d'Égypte est un problème qui ébranle le pouvoir de Pharaon.
c'est une affaire politique. À cette affaire-là, il y a les Khartoumim. Il y a avant même que le peuple juif n'adhère, ne commence à développer son propre État, sa propre cité, sa propre vie indépendante au niveau politique national dans son pays, la conquête de Canaan, eh bien, on a déjà le peuple juif qui est présent en subissant celle de Paro, de l'Égypte, l'Ifne, Melor, Meler, l'Ifne et Israël, avant qu'il n'y ait un premier roi pour le peuple juif. Or, chez le peuple juif, l'aspect spirituel est primordial, puisque cette idée de sortir les esclaves, Shalach et Ami, se termine dans la phase de Kadosh Baruch Hu pour Moshe, Shalach et Ami, Veyahavduni. Veyahavduni, c'est-à-dire cette libération des esclaves doit mener à quelque chose d'essentiel, c'est la présence du Har Sinaï, leur rencontre avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah. Chez les Khartoumis, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas l'affaire politique de l'émancipation d'un peuple pour pouvoir servir et arriver à la Avodat Hashem, recevoir la Torah, c'est l'utilisation de toutes les spiritualités dévoyées, approchées par les Khartoum et Mitzrayim au service de Pharaon, au service de l'État. Ce sont des gens qui servent de manière très scrupuleuse le Shirut HaMedina, le service public. Et d'ailleurs, l'Égypte et ceux qui ont inventé, on pourrait développer ça beaucoup plus longuement. On parlait dernièrement de la politique économique de Yosef. Parmi les éléments de Yosef, Yosef a créé un système bureaucratique incroyable en Égypte. Et les premiers pkidim et la pkidout dont on entend parler, c'est chez Yosef, puisque Yosef donne comme conseil à Paro, Yaase Paro, Veyafked Pekidim à l'Aretz. Veyafked Pekidim, c'est de nous mettre tout le système bureaucratique, la hiérarchie de l'Égypte, du pouvoir, etc., se trouve à cet endroit-là. Voilà les Khartoumim qui sont de bons serviteurs de ce que le pouvoir attend d'eux. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas grand-chose. Et l'engagement de ces Khartoumim n'est pas sans rappeler l'engagement. Alors, on a au XXe siècle, on a eu deux modèles très intéressants de l'engagement. Il y a l'intellectuel engagé, mais on a l'intellectuel engagé qu'on a décrit dans les années 20 comme étant la trahison des clercs. Il y avait un fameux livre de Julien Benda, un juif qui s'est spécialisé dans les connaissances philosophiques et politiques et qui a développé vis-à-vis de tout l'engagement des intellectuels autour des années 20, en particulier de la Première Guerre mondiale et de ce qui a suivi, il appelait ça la trahison des clercs. Pour quelle raison? Eh bien, parce que l'intellectuel, l'homme de connaissance, l'homme d'esprit, s'est mis à servir soit le nationalisme dans les engagements enthousiastes pour la guerre, du côté allemand comme du côté français, et d'autre part du côté marxiste dans la révolution russe. Voilà des intellectuels qui ont failli à leur mission, dit Julien Benda. Mais des intellectuels qui faillissent à leur mission, c'est exactement ce qui est défini par l'intellectuel engagé du Khartoum et Mitzrayim. C'est celui qui utilise toute sa connaissance pour être au pied du souverain et pour dire au souverain ce qu'il veut entendre. Or, il ne peut rien entendre de ce que lui disent les Khartoumim, puisque les Khartoumim ne peuvent que répéter du semblable. Ils n'ont pas quelque chose d'essentiel. C'est le personnage, l'antithèse de tout ça, c'est Moshe. Pourquoi c'est Moshe? Parce que Moshe est celui qui quitte de manière essentielle toute institution, qu'elle soit le palais de Pharaon, qu'elle soit le rapport même avec sa famille, sa tribu, le peuple juif, puisqu'il va dans le désert, puisqu'il va chez Yitro, complètement en dehors de tout, et Akadosh Baruch Hu lui donne les mots, lui donne la mission, lui donne le message et la foi de la névoie qui va remettre en question le pouvoir. Voilà la différence majeure qui existe entre ces Khartoumim et Moshe. Voilà à travers ça ce qui est peut-être l'un des points essentiels de ce que fait les Khartoumim, je dirais d'actuel. Alors, on pourrait rajouter plus dans le fond, pas simplement au service de l'État, mais ils sont au service de qui? Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ils ne viennent en aucune façon aider le peuple par leur connaissance. Ils ne viennent pas avoir proposé quelque chose d'utile. Il y a une crise très intéressante lorsque la première plaie, la plaie du sang. Les commentateurs posent la question. On nous dit que les Khartoumim ont refait la même plaie que Moshe. Moshe avait transformé l'eau en sang. Eh bien, les Khartoumim ont aussi transformé l'eau en sang. Oui, mais quelle eau ils ont pu trouver puisque toute l'eau d'Égypte, toute l'eau d'Égypte avait déjà été transformée en sang. Qu'est-ce qui restait comme eau pour pouvoir transformer cette eau en sang? Alors, il y a certains qui ont dit, par exemple le Targum Yonatan, il dit oui, mais dans le pays de Goshen où il y avait les Juifs, eh bien,
Il n'y avait pas les Makot Mitzrayim. Par conséquent, ils ont réussi à montrer de l'eau de Eretz Goshen en sang. Le Hizkouni lui dit autre chose. Il dit la Maca s'est déroulée, mais est revenue finalement à de l'eau, et les Khartoumim ont retransformé une autre fois cette eau en sang. Rabbi Avrami Ben Ezra a une autre possibilité, une autre solution. Il dit l'eau qui a été transformée en sang, c'était simplement l'eau qui était en surface, apparente, celle qu'on voyait dans tous les lacs, etc. Mais l'eau qui était dans les nappes souterraines était restée de l'eau. Les Khartoumim ont creusé, ont trouvé de l'eau et l'ont transformée en sang. Oui, toutes les réponses sont très bonnes. Mais la question qui reste dans tout ça, c'est que si les Khartoumim ils peuvent transformer de l'eau en sang, pourquoi ils ne nous montreraient pas comment on transforme du sang en eau? Ça serait beaucoup plus utile pour le peuple égyptien. Or, les Khartoumim sont absolument incapables de transformer le sang en eau. Ils arrivent à faire tout un tas de tours de prestidigitation, de tours illusionnistes ou sorcellerie, peu importe de quel côté on se place. Mais la chose est sûre, c'est qu'il n'y a aucune eau qui ressort de là, aucune goutte de chesed qui va être donnée pour le peuple égyptien. Il y a dans Masechet de Baba Batra, on nous décrit un personnage très amusant, d'ailleurs, un descendant de Shedim, il s'appelle Ormin Bar Lilita. Et bon, c'est toute une histoire autour de ce personnage, mais ce personnage a quelque chose de particulier. C'est un petit diablotin qui fait des tours de passe-passe, des tours d'acrobatie incroyables. Il a un verre de vin, il saute d'un endroit à l'autre, il jette le vin en l'air, tout le goutte d'eau de vin retombe dans le même verre. Enfin, il n'opère aucune goutte. Il n'y a rien qui déborde pour donner quelque chose, une seule goutte à quelqu'un d'autre. Aucune maaseh chesed, aucune de cette société qui a plein de strass et de paillettes, qui est là dans toutes les, sous le feu de tous les projecteurs, il y a des gens très brillants, mais aucunement brillants pour pouvoir donner quelque chose à manger à leur peuple. Voilà ce genre de Khartoumim. Qui sont les gens qui sont là au centre de toute la préoccupation des sociétés, mais qui ne se préoccupent en aucune façon de ce qui va pouvoir retomber sur la société elle-même. Alors dans la Torah, à propos de mitzvot, les mitzvot qui concernent l'interdiction des Menachesh, Mechachef, etc., on a plusieurs passages, notamment dans le livre de Devarim, dans une paracha très particulière, c'est la paracha de Shoftim. Et c'est très intéressant, pourquoi? Parce que Parashat Shoftim, c'est la paracha, peut-être l'une des parachas les plus politiques de la Torah, dans le sens des institutions politiques. C'est la paracha dans laquelle on nous parle du roi, c'est la paracha dans laquelle on parle des Shoftim, du système de justice, c'est la paracha dans laquelle on nous parle du pouvoir religieux aussi, les Kohanim, les Nevi'im, tous sont là. Et on nous dit la chose suivante, à propos de tout ça dans cette paracha-là, et puisque justement on parle du roi, Lo yimatse becha Ma'avir Beno Bito Baesh, ah oui, j'oubliais, Ma'avir Beno Bito Baesh, c'est le début de ce genre de sorcellerie, c'est-à-dire la cruauté la plus extrême pour la chair de sa chair, pour son enfant qui est né, le culte de Molaire. Lorsqu'on était Ma'avir Baesh, même genre de sorcier, voilà ce qu'ils ont demandé comme cruauté à l'homme. C'est pas simplement, il n'y a pas de chesed, il y a la chazariout la plus terrible. Alors on a Loï Matsebecha Ma'avir Beno Bito Baesh, Kosem Kesamim, Me'onen, Menachech, Mechachef, toutes les sortes possibles et inimaginables de sorcellerie, Shoel Ov, Veideoni, nécromancie, thaumaturge, tout ce que vous pouvez imaginer. Kitoravat Hashem Kol Ose Ele. C'est une abomination pour Akadosh Baruch Hu, tout ce genre de façon dévoyée la spiritualité véritable. Et ensuite, on nous dit la chose suivante. Navi mikirbecha meachecha kamoni yakim lecha shem Elohecha elav tishma'u. Il y a d'un côté les Khartoumim, il y a d'un côté les Me'onen Umchashef Umnachesh Umchashef, et de l'autre côté le Navi. Et c'est quelque chose de totalement différent. D'ailleurs, ce Navi se termine par un passouk extraordinaire, Tamim Tiye Machem Elohecha. C'est quoi la Temimut? La Temimut, ce n'est pas du tout la naïveté. Ce n'est pas du tout le côté de celui qui ne connaît pas grand-chose. La Temimut, c'est le côté absolu, parfait, de celui qui arrive à la pureté la plus absolue morale, après avoir tout connu, qui retrouve la pureté la plus simple et la plus essentielle de départ. La Temimut, c'est justement l'inverse de toutes les sortes de travail tels que sont les Khartoumim. À notre époque moderne, on nous a dit qu'il y a eu Iboud Atmimut. On perd très vite la Tmimut. On perd très vite. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque ce genre de phrase de Tmimut, on a tout de suite des réactions du cynisme, de la façon d'entrevoir les choses de haut. Nous sommes des gens tellement complexes et tellement compréhension des choses que bon, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour les gens naïfs tout ça. La Torah croit dans la Tmimut. La Torah ne croit pas
que le moussard, que tous ces éléments essentiels sont en train de se moquer de nous. Ces choses-là, on a trop vu la façon de se tromper avec eux, de les présenter pour faire passer les pires crimes. La Torah nous démontre que c'est possible et c'est notre devoir encore de montrer la façon de les utiliser de façon exacte. Contre le kishouf, qui essaye d'entrevoir l'avenir, d'ailleurs, une vieille tradition grecque, le monde occidental est basé sur le chacham aroé et anolad. Aroé et anolad, c'est celui qui arrive à prévoir, qui est tellement sage, tellement expert, compétent, qui peut entrevoir ce qui va y avoir. Eh bien, pour tous les gens qui n'avaient rien vu il y a un an et plus de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il y a autre chose qui est évoquée par la Torah. Le Navi n'est pas celui qui voit l'avenir. Le Navi est celui qui voit les possibilités d'avenir pour qu'on puisse réparer quelque chose. Il nous donne une conduite morale et il nous donne des notions fondamentales qui sont la tochacha, le tikkun, la teshuva, la façon de réparer, la façon d'améliorer, la façon de voir comment faire que ce qui a peut-être été entrevu comme une possibilité d'avenir ne soit jamais réalisé. Autour des cours de tous les souverains de l'Antiquité, comme de tous les souverains actuels, et aujourd'hui on a un peu simplement mis à jour le passé, qu'on dit Kosem Kesamim, Soker Sekarim, et etc. Et toutes sortes de façons pour le roi d'entrevoir, pour celui qui est au pouvoir, d'imaginer qu'est-ce qu'il faudrait voir, qu'est-ce que sont comment dire, les tatspiotes, les tachaziot, les pronostics sur toutes ces choses-là. Dans la Torah, on met une personnalité essentielle, c'est le Navi. La recherche obsessive de ce que l'avenir nous réserve est quelque chose qui montre plus de quelque chose de puéril que d'une maturité morale. Le fait de croire pouvoir maîtriser à travers toutes les connaissances, qu'elles soient comment dire, sous la forme de magique ou sous la forme scientifique, de nous dire ce que l'avenir nous réserve, est quelque chose qui arrive qu'à quelqu'un qui ne sait pas réellement la modestie de la condition de l'homme, qui ne voit pas parfois dans ce qui arrive un peu après. D'ailleurs, en hébreu, il y a une expression très bien, c'est qu'on évoque le mot, il y a l'ifne et acharé, pour parler de ce qui est avant et ce qui est après. Dans la compréhension normale, on se dit, lorsqu'on marche sur la ligne du temps, on passe du passé vers l'avenir, sur la ligne du temps qui avance, en étant la face, a priori, on se dit on va vers l'avenir, et on a le passé derrière nous. Or, dans la Torah, on dit exactement l'inverse. On dit l'ifne, c'est ce qui était avant, c'est ce qui est vis-à-vis de la panim. Et achré, c'est ce qui est le achor, c'est ce qui est la nuque, c'est ce qui est vis-à-vis de l'avenir. Parce qu'on imagine qu'on avance sur la flèche du temps à l'envers, comme quand on avance dans un train et on est assis en l'inverse du sens de la marche, pour une raison très simple. C'est que tant que l'avenir n'est pas passé, eh bien on ne le voit pas, il est derrière nous. L'avenir est derrière nous, le passé est devant nous, puisqu'à chaque fois qu'il avance, on voit le paysage qui s'est déroulé, qu'on vient de quitter, et pas du tout l'inverse. Dans la Torah, on raisonne de manière normale, avec l'humilité de quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas savoir ce qui passera dans l'avenir. Dans la conception occidentale, on a devant nous l'avenir qui est là, comme si on arrivait à pouvoir maîtriser quoi que ce soit là-dessus. D'ailleurs, il y a deux éléments, l'élément du temps, de l'avenir et du passé, et l'élément de l'espace, qui sont aussi l'une des failles majeures des Khartoumim. Regardez la chose suivante. Les Khartoumim, comme de bons hommes de science, même si c'est une science magique et pas une science trop rationnelle, eh bien, comme je disais tout à l'heure, les Mata Yarka, Yarka Shekol. Tu vas dans un pays où tout le monde connaît ce genre de pratique, alors prépare-toi, dis à Kadosh Baruch Hu à Moshe, dans ce genre de pratique. Or, les Khartoumim n'arrivent pas à maîtriser la limite de leur connaissance, dans l'espace comme dans le temps. Lorsque Moshe amène les grenouilles, la Tzavardéa, la deuxième des Makot Mitzrayim, ils arrivent aussi à mettre des grenouilles. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à les enlever, comme tout à l'heure pour l'eau. Mais il y a une autre chose intéressante, c'est que Moshe, il sait non seulement les enlever, mais il sait les enlever de manière précise et pointueuse en fonction d'une limite d'espace et d'une limite de temps. Il leur dit, les machar, demain la chose se produira, et il leur dit, Rak Bayor Tisharna, elles resteront simplement confinées au Nil. De la même manière, pour chacune des Makot Mitzrayim, il y a une précision du moment où elle apparaît, et il y a une précision de l'endroit où elle apparaît. Et d'ailleurs, ça va tellement, ce n'est pas simplement l'espace, par exemple, Eretz Goshen, par rapport à l'ensemble de l'Égypte. Voilà un virus très intéressant, qui n'arrive pas à passer le rapport entre l'Égypte et Eretz Goshen. Il y a dans la possibilité de Moshe la connaissance par Akadosh Baruch Hu de maîtriser ces forces incroyables
les maîtriser au niveau d'une différence des hommes, une afla, on parle de afla à plusieurs reprises, en différenciant les Ham Israël des Égyptiens, au niveau des lieux, des Eretz Goshen et du reste de l'Égypte, et au niveau du temps. La particularité de l'homme de science, c'est qu'il arrive à développer des technologies. Le problème, c'est est-ce que ces technologies, il arrive à les maîtriser? Tout le problème dans lequel on se trouve, à la fois pour la source de la crise, comme pour la façon d'espérer d'avoir trouvé la manière de s'en sortir, eh bien, repose sur un problème très intéressant. Est-ce que ce sont des scientifiques qui ont laissé passer quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser et à confiner quelque part et qui s'est répandu sur toute la planète? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la certitude que ce qui va finalement nous donner l'immunité est quelque chose qui va s'arrêter à l'immunité ou qui va avoir d'autres retombées? Voilà des questions très intéressantes. Les technologies, très souvent, ont été les mêmes technologies développées par l'humanité pour pouvoir développer quelque chose qui pourra aider l'humanité par la médecine, ou alors pour pouvoir détruire autant, sinon plus, par les guerres et par toutes les technologies utilisées de façon militaire. L'une des personnes qui a sauvé le plus de personnes sur la planète et ceux qui ont développé certains engrais, ce qui a utilisé finalement par engrais, la façon comment dire, qui a utilisé au départ comme étant un gaz pendant la Première Guerre mondiale et qu'ensuite on a réussi à comment dire, utiliser pour faire des engrais artificiels et ce qui a permis de sauver tout un tas de populations de la famine. Voilà des technologies qui existent. Mais ce qu'on n'a pas trouvé, ce qu'on appelait c'est très intéressant, les ptsatsot chachamot. Il y avait cette expression-là à un moment, des ptsatsot qui avancent et qui arrivent à retrouver. Oui, on a trouvé les ptsatsot qui arrivaient à bouger, qui suivent leur cible. Mais est-ce qu'on a trouvé des ptsatsot chachamot qui distinguaient le tzaddik du rachat? Est-ce qu'on a réussi à trouver une technologie comme les Makad Mitzrayim qui arrive à faire la différence entre les deux? Voilà l'idée du Pélé, voilà Veifleti, les limitations que peut prendre tous ceux qui perçoivent avoir plus de force que d'autres, et peut-être plus que tout. Peut-être plus que tout, les Khartoumé Mitzrayim. Alors, on les avait vus dans le début en Égypte. Alors là, c'est très, très original. Les Khartoumé Mitzrayim sont ceux qui interprètent des rêves. Des gens qui interprètent des rêves au XXe siècle, on en connaît une catégorie particulière, ça s'appelle des psychanalystes. Les psychanalystes, ce sont des gens qui ont fait comment dire, leurs compétences, justement pour essayer de développer. Il y a eu quelques années, une vingtaine d'années, quelqu'un qui avait toute une série d'ex-psychanalystes ou d'autres qui ont lu un livre, il y a eu un grand débat, j'aurais l'humilité de laisser les experts en la question comment dire, discuter du sujet, mais en tout cas un grand débat qui s'appelait le livre noir de la psychanalyse, pour nous expliquer, ça c'est l'autre aspect des choses, que tout ce que la psychanalyse avait réussi à travailler, comment dire, à tracer très très profondément au niveau des personnes, on a réussi à ouvrir, à déblayer tous les fils les plus secrets, les plus profonds de la personnalité de l'homme. Oui, mais la question, c'est encore de les renouer ensuite. Après les avoir comment dire, dénoués, qu'est-ce qu'on crée à partir de ça? Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Le moine et le philosophe. C'est un philosophe, Jean-François Revel, qui est de l'Académie française et dont le fils est devenu moine bouddhiste, Mathieu Ricard. Et le père et le fils, donc l'un représentant le monde, comment dire, la perfection philosophique de l'Occident, l'autre représentant la perfection comment dire, de l'Orient, moine bouddhiste, ont une discussion entre eux, le moine et le philosophe. Et alors ils discutent sur tout un tas de sujets. Et c'est toujours très intéressant pour un juif de lire là où débattent les différentes positions des goïms et de se dire mais qu'est-ce qu'on pense nous dans tout ça? Alors là, il y a un moment où il parle justement de la psychologie telle qu'elle est vue dans le monde occidental et l'autre telle qu'elle est vue dans le monde bouddhiste. Alors il y a eu un machal qui m'a moi intéressé parce qu'on parle des Khartoum et Mitzrayim qui sont là avec le serpent. Et Moshe met son bâté qui a offert les Nachash, ils arrivent à transformer le Nachash, etc. Le Nachash de Moshe, on connaît toute l'histoire. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit, à un moment, il dit, voilà, je vais te dire à quoi le fils à son père, le bouddhiste, au philosophe, je dirais à quoi correspond la différence entre nous, nos deux points de vue au niveau de la psychologie. Il dit, c'est très simple, c'est comme quelqu'un qui est dans une maison, et puis tout d'un coup, il voit monter comment dire, sur le parterre, il voit un serpent qui arrive. Alors il le tue tout de suite, et puis il attend. Et après quelques jours, encore un autre serpent. Alors il arrive de la porte de la cave. Alors il le tue encore une fois. Et puis après, il y a encore un troisième qui monte. Là, il se dit, il doit y avoir un nid de serpent qui est dans la cave. Il ouvre la porte de la cave, il descend avec une torche, et au moment où il descend, il amène la lumière, tous les serpents qui se trouvaient là se jettent sur lui et le dévorent. Voilà, vous, les psychologues, psychanalystes et tout ça, ce que vous avez fait comme ça, vous
Vous êtes parti chercher, trafiquer dans les méandres, les décombres de tout ce qui est le plus profond de la personnalité, et au finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez sorti tous les différents serpents et ils vous ont dévoré. Alors le père lui dit, et toi, qu'est-ce que tu proposes au niveau bouddhiste? Il dit, chez nous, la méthode est très simple. La méthode est très simple. Quand on voit le premier serpent qui arrive, quand on voit le deuxième serpent qui arrive, on se dit, il doit avoir un nid de serpent. Il n'ouvre pas la porte avec une torche pour essayer de les maîtriser. Il a une petite flûte très douce. Et lui, quand les serpents se sont réveillés, avec sa flûte, il les endort. Et ils retournent dormir tels qu'ils étaient, et de façon, l'homme peut trouver la sérénité. On essaie de le ramener à ce qu'au contraire, rien ne réapparaisse. Au lieu dans un trop de tracas, trop de bruit, trop d'émoi, il faut au contraire calmer tout ça à travers toute notre science. Chez nous, les bouddhistes, c'est au contraire d'essayer de calmer tout ça. Et que dit le juif quand il entend les deux réfléchir? On a, nous, ni la position des bouddhistes, ni la position des occidentaux. On a notre position très différente. Lorsque le juif voit le premier serpent qui arrive, il le tue. Le deuxième serpent, il le tue. Le troisième serpent, il se pose une seule question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'envoie des serpents? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi pour avoir mis des serpents? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir ça? Et la question à cette réponse-là est très intéressante. On nous dira maintenant, le serpent qui était celui qui a fait le fauté Adam Arishon dans le livre de Bereshit, c'est celui qui incite à aller contre la parole d'Hachem. C'est le serpent qui est avec Moshe et celui qui prouve la parole d'Hachem, puisque c'est avec le serpent que Moshe fait le miracle pour montrer que c'est Hachem qui l'envoie. C'est le serpent qui revient dans le Sefer, dans le parashat Rukat, où il va punir ceux qui ne se sont pas, qui n'ont pas pratiqué, comment dire, qui sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu. Et c'est le serpent qui va guérir de cette punition-là, qui est devenu après le caducée de la médecine. Donc voilà, le serpent, il n'est pas que quelque chose de négatif, il n'est pas que quelque chose dans lequel il faut rester endormi pour essayer de ne pas voir les signes qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Si Akadosh Baruch Hu t'envoie quelque chose, la grande question, extrêmement intime, difficile, profonde, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Est-ce que dans Nachash et Mashiach, voilà deux données qui sont pareilles, on nous a dit c'est les mêmes gematria, parce qu'il y a d'une certaine manière quelque chose qui devrait être révélé, qui devrait être libéré grâce à ce serpent, pas dans la cave, dans toi-même. Voilà des questions très dures, parce que la réponse à ces questions-là est autrement plus compliquée. Alors, pour comment dire, continuer sur cette voie-là, je pense qu'il faut rapprocher encore un élément. Et cet élément-là, c'est le rapport qu'on a vis-à-vis de toute la connaissance de l'Égypte entre une connaissance ouverte et une connaissance fermée, des sociétés ouvertes et des sociétés fermées au niveau de la connaissance. C'est très intéressant parce que c'est un rapport politique à la culture et à la connaissance. Il y a dans le rapport de Moshe vis-à-vis de Paro, il dit à Akadosh Baruch Hu m'a envoyé, et ce que Paro répond, Lo yada'ati et Hashem, je ne connais pas. Ce qui est complètement faux. À Paro, alors on a plein de réponses. On dit oui, ce nom-là et l'autre nom, les différents noms d'Akadosh Baruch Hu. Mais au niveau le plus simple, a priori, il semblerait que Paro est pris en délit complet de mensonge. Puisque depuis que Yosef est arrivé en Égypte, on sait très bien que chez ces gens-là, on ne parle que d'Akadosh Baruch Hu du matin au soir. Dès qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, que dit Yosef? C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Ce qu'Akadosh Baruch Hu va me montrer. On ne parle que d'Akadosh Baruch Hu tout le temps. Comment est-ce que Paro peut ne pas accepter cette idée-là? Et la réponse la plus simple, alors bien sûr, les réponses classiques sont des réponses qui vont chercher ce nom et tel autre nom. Il y a différents noms et différentes manières de se révéler pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quand on rentre dans le côté plus complexe de la chose. Mais dans le côté le plus simple, le plus évident, c'est qu'en Égypte, comme dans toutes les sociétés fermées au niveau du savoir, il y a une façon de cacher la connaissance. Par exemple, en censurant, en gardant secrète toutes les différentes connaissances, en gardant cette caste de sorciers, de mages, de tous les sages de Pharaon qui sont une caste particulière. Il y a parfois l'utilisation d'un certain jargon professionnel qui n'est pas simplement là pour permettre d'aller plus vite entre ceux qui connaissent la langue, mais qui permet essentiellement de faire comprendre aux novices qu'il n'en fait pas partie. C'est le rôle premier de tous ces jargons. Il y a la possibilité de cacher sous certains mots, alors on parlerait aujourd'hui de raison d'État, en hébreu en Israël on parle de Inyan HaTzibur. Inyan HaTzibur. Alors une fois, il y a Yesh Inyan HaTzibur et Inyan HaTzibur. On ne sait pas ce qui se cache derrière et on évite justement par tout un tas de formulations, mais il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une connaissance qui n'est pas cachée. C'est une connaissance qui existe.
mais qui est absolument sans aucune pertinence, on dirait en hébreu irrelevantit, pour la raison tout simple, c'est qu'on la met à l'extérieur de tout débat intellectuel. Je vous en donne des exemples qui sont très intéressants. Je parlais en commençant de l'astrologie, à propos de Newton, qui était à la fois astrologue et à la fois un grand savant, dans ce côté qui nous semble étonnant aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a démontré la fausseté de l'astrologie? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un débat? Non, parce que le jour au lendemain, lorsqu'on a compris que les astres ne tournaient pas autour de la Terre et gravitaient autour de, comment dire, de l'homme en émettant leur force astrologique, mais au contraire, la Terre était une poussière dans un grand système solaire et dans un grand univers, mais du coup, toute l'idée d'astrologie était dénuée de sens parce que ça n'a plus aucun sens d'essayer de chercher l'influence des astres sur quelque chose qui est aux confins, comment dire, totalement aux limites de tout le système. À partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de démontrer. Personne ne fait de recherche pour prouver la fausseté de toutes ces idées-là. Ces idées sont naturellement, quelques-uns peuvent encore continuer à rechercher leur horoscope sur les feuilles de journaux. Oui, ça peut encore comme ça. On les regarde sans trop vouloir les brusquer, sans trop vouloir être condescendant en disant qu'ils continuent à suivre ce genre de choses-là. Et puis on se dit, peut-être qu'il y en a d'autres qui lisent d'autres pages du journal qui n'ont peut-être pas plus de véracité que celle-là. Donc on laisse faire. C'est pas qu'on a démontré la fausseté de cette science, on a simplement mis à l'écart. Je donne un exemple. L'alphabet n'était pas connu en Égypte. C'est faux. Les Égyptiens connaissaient l'alphabet. Ils n'ont pas trouvé que c'était digne de leur civilisation d'utiliser l'alphabet pour une raison très simple. L'alphabet demande 22, 24, un certain nombre de lettres. Mais un certain nombre de lettres, c'est pour des gens ignares, des gens qui vous répéter en même temps les lettres. La grandeur de la civilisation et de la connaissance que maîtrisaient les Khartoumim d'ailleurs c'est Milachon Harat, celui qui écrit, ce qui est la force de l'écriture, c'est justement le fait d'avoir un nombre extrêmement grand de hiéroglyphes. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas la chose, c'est qu'ils ne la trouvaient pas suffisante pour pouvoir comment dire, à donner de la respectabilité à ceux qui la pratiquaient. D'ailleurs, ceux qui l'ont trouvé, alors on nous dit les Phéniciens, on lit dans le Sinaï, je parle au niveau de ce que comment dire, ceux qui recherchent les sources archéologiques de ce genre de choses-là nous disent, oui, ce sont des marchands. Bon, des marchands, ils ont besoin d'avoir du commerce, d'être effectifs, d'avoir réussir. Donc, ils donnent, effectivement, ils ont besoin de communiquer. Ils ont trouvé l'archéologie. Vous avez remarqué qu'en Égypte, rien n'est fait sous forme de coupole, avec les arcs au niveau architectural. Tous les bâtiments sont des bâtiments avec des lignes qui sont extrêmement. Les portes sont des portes carrées. On n'a pas ces coupoles. Non que dans l'architecture égyptienne, on ne connaissait pas, on n'avait pas inventé. On a certains endroits où on les retrouve. L'Égyptien ne pensait pas que c'était un savoir digne qui le mettait en valeur. Il utilisait d'ailleurs pourquoi, alors on les a retrouvés, c'est pour les égouts, c'est pour comment dire, ce genre de choses-là. Alors on pouvait avoir comment dire, différentes ça comme ça. Ça, on pouvait laisser pour ce genre de choses-là. Mais on peut donner d'autres choses. Vous avez remarqué que chez les Égyptiens, on a le profil. Tous les personnages sont de profil. Ils n'avaient pas encore trouvé qu'on pouvait dessiner quelqu'un de face. Mais bien sûr qu'ils avaient pensé à ça. La preuve de ça, c'est que pour les animaux, on a des animaux qui sont de face. Mais pour des hommes, ce n'est pas quelque chose de digne dans la conscience égyptienne de pouvoir présenter des personnes de façon de face, il fallait dessiner que le profil. C'est quelque chose de très intéressant tout ça. Il y a une manière de ne pas mettre en valeur certains aspects qui ne se met pas à les repousser, qui ne se met pas à les cacher, qui ne se met pas à les dissimuler. Au contraire, on laisse dire. On peut laisser dire, ça passe et ça coule et ça circule, et avec toute la circulation, de toutes les manières, personne n'y fera attention, parce que ceux qui fixent quel est le savoir qui est un savoir important, ou de ceux qui n'est pas important, c'est le rôle justement de ces Khartoumé Mitzrayim. C'est d'ailleurs très intéressant parce que le rôle même de Moshe, c'est d'amener une connaissance qui libère tout le peuple par cette connaissance elle-même. Vous savez, chez Orwell, dans 1984, il disait « l'ignorance, c'est le pouvoir ». Le fait de ne pas, c'était le fait justement de garder ignorant, de la ba'arout. Or, chez Moshe, la première étape de la libération du peuple juif, c'est qu'on nous dit que Moshe a institué le jour du Shabbat en Égypte. C'est là où Pharaon se passe, ils deviennent fainéants. Et qu'est-ce qu'ils faisaient le jour du Shabbat? Ils lisaient les mégillotes qu'ils avaient. C'est quoi ces mégillotes-là? Ils avaient des mégillotes dans lesquelles ils avaient gardé des traces de l'histoire du Sefer Bereshit, de ce qu'on leur a raconté, et ils les relisaient dans lesquels on leur racontait les Pakod, Ifkod, Elohim et Trem, vous allez être libérés. C'est par la connaissance que le peuple juif reste libre, même dans un monde qui a complètement annihilé toute liberté. Mais ce point-là est encore plus intéressant.
si on analyse de manière encore plus profonde, parce qu'on pourrait dire, bon, mais le problème de la connaissance qui circule, etc., on la connaît. Cette connaissance qui circule aujourd'hui, peut-être, comment dire, vous savez, il y a eu une époque où il y avait des gens qui censuraient. Il y avait des gens qui décidaient qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce qui ne doit pas être dit, qu'est-ce qu'on doit informer, qu'est-ce qu'on ne doit pas informer, qui faisaient le passage des données à l'information. Les données nous permettaient de devenir, comment dire, l'information. Les gens avaient les grandes messes du 8 heures du soir, du journal qui suivait, et à ce moment-là, il y avait des gens, ça peut être des journalistes, ça peut être des médecins qui vous faisaient le passage de toutes les connaissances d'un médecin en disant, voilà, de cas particuliers. Vous avez des juges, vous avez des hommes de finance. Les gens avaient des personnages importants qui permettaient de faire le passage de l'ensemble des données. Les journalistes, on recevait des téléx, on recevait plein de choses, et ensuite, on les faisait passer en donnant ce qui est important. On vous donnait de l'information, et pas simplement des données en vrac. Aujourd'hui, on a les données qui n'arrêtent pas en permanence. On n'a même plus, à certains moments, on les reçoit, on les reçoit. Le problème fondamental, c'est comment transformer ces données en information. C'est comment transformer l'information qu'on a en connaissance. Ce n'est pas la même chose non plus. Le passage des données à l'information, on a éliminé ce qui est les intermédiaires. Le passage de l'information en connaissance, on peut avoir plein d'informations et ne rien connaître, parce qu'on ne sait pas justement quoi faire avec. Et ce point-là est fondamental. C'est le fait de dire, les données sont là, vous en avez plein, mais il y en a tellement, et tellement qui sont, comment dire, une chose et son contraire. On est tellement aujourd'hui débordé par les fake dans tous les domaines, news, etc. Mais c'est justement lié à ça. C'est qu'on n'a plus l'idée simplement, c'est l'antithèse de la censure. On peut noyer le problème soit par la censure, ça c'est le premier aspect, soit par l'autre aspect. C'est pas la censure, c'est de dire, alors dis tout. Il y a tellement de choses qui sont dites que de toute façon, on n'a plus la possibilité d'arriver justement à la connaissance profonde. Et ce dernier point est peut-être le point le plus intéressant des Khartoumé Mitzraïm. Il y a un mot qui est évoqué par Paro. Le mot qui est évoqué par Paro quand il parle du peuple juif, c'est Hava Nitrake Malo. Ça, c'est très étonnant. Ce mot Hava Nitrake Malo. On a dit tout à l'heure qu'il y avait le serpent qui est dans Bereshit, qui est maintenant dans Shemot, etc. Or, le serpent, il y a un mot lorsqu'il nous parle, le serpent. Il parle d'un mot qui est peut-être la malédiction, pas la faute, le péché originel ou quoi que ce soit, la malédiction des intellectuels, la malédiction des hommes justement de connaissance, de culture, de trop de culture, dans l'autre aspect des choses. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui existe beaucoup dans nos sociétés modernes et qui n'avait quasiment pas de mot en hébreu. Ça s'appelle la sophistication. Le mot en hébreu, aujourd'hui, on parle du mot tirkoum. Il n'existe pas dans la Torah. On a Hava Nitrakema. Vous avez le mot tirkoum. Il y a plein de mots pour parler de la connaissance. Il y a la Chochma, Da'at, Bina, Askel, Tvuna. Il manque vraiment, comment dire, pas de mots. On a toute une série de mots. Il y a un mot qui n'était pas dans tous les mots pour la connaissance, c'est le mot tirkoum. Tirkoum, c'est la sophistication. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Lorsqu'on nous parle de Anachash, Ayaharu, Mikol, Chayatasade, le serpent qui était rusé, la bonne traduction, il faudrait dire le serpent était très sophistiqué. Pourquoi? Eh bien parce que la sophistication avance lentement, comme un serpent qui rentre dans notre vie et qui nous empêche de dire les choses essentielles, les choses les plus simples, les choses les plus évidentes qu'on pouvait dire pendant très longtemps et qu'aujourd'hui on ne peut plus dire, qui ne sont même plus des choses aussi évidentes que ça. Prenez un exemple. Vous avez devant une œuvre d'art, eh bien, il fut une époque où vous pouviez aller dans un musée, voir des belles choses, et vous pouvez dire, c'est quelque chose dans lequel vraiment, c'est quelque chose de très beau. Le sentiment esthétique était éveillé par cette œuvre-là. Mais aujourd'hui, si vous allez dans un musée, avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur le sujet, il faut vous essayer de parler de l'époque, de la période particulière, période bleue, période rose, de parler avec qui cette œuvre-là est en dialogue, de savoir dire dans quel courant elle s'inscrit, contre quel phénomène elle est en rapport. Tout un tas de réflexions très importantes. Mais la chose sûre, c'est qu'après avoir répondu à toutes ces questions-là, le sentiment esthétique, vous l'avez totalement éliminé. Après avoir dit toutes ces choses-là, vous pouvez encore espérer avoir quelque chose qui se réveille en vous. C'est quelque chose de très savant, très sûr, mais on n'a plus du tout de choses. Vous savez, c'est la différence qu'il existe entre une fleur qui a été dans certains pliages, vous savez, des origamis très, très, très complexes, en papier, dans laquelle on la remet et on peut faire des résultats très intéressants. Le seul problème, c'est qu'une fleur pareille n'a pas de parfum. Le parfum de la fleur, elle aura simplement dans son côté le plus naturel et le plus simple. Il fut une époque où on pouvait dire des choses très simples. J'appartiens au peuple juif, j'ai un pays qui s'appelle Israël,
même pas des choses juives. Alors vous dire, bon, les choses juives, mais je sais ça, j'aime ceci, je n'aime pas cela, j'ai peur de ceci, des éléments tout simples. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas les dire, parce qu'à partir du moment où vous voulez commencer un débat pareil, on va vous dire, attendez, il faut d'abord noter et donner à chaque avancée de ce genre de choses-là des sources. Sourcez votre propos, donnez des chiffres, concernez telle position par rapport à telle opposition. Vous pouvez dire tout un tas de choses très savantes qui sont très justes, aucune n'est fausse. C'est totalement des choses importantes. Le problème, c'est que reste-t-il après avoir eu toutes ces choses-là? La possibilité du nachash, c'est la possibilité du tirkoum, la sophistication. Qu'est-ce que fait le nachash? Il avance. Vous avez vu l'avancée du nachash? C'est très important. Moshe attrape le nachash par la queue. Pourquoi il l'attrape par la queue? C'est très intéressant. Vous avez vu un nachash, comment il avance? Il avance à droite, il avance à gauche, mais c'est une danse. Il avance, mais c'est quelque chose de merveilleux. Et comme ça, et à droite, et à gauche, on a l'impression qu'il est là devant nous, en train de nous faire un ballet. On est tellement, comment dire, envoûté par ce mouvement qu'à la fin de l'envoi, il pique. Eh bien, à la fin, le serpent, il est là et il a tué. C'est que ce moment de ce tirkoum, mais remarquez la phrase du Nachash dans le Sefer de Bereshit, elle est absolument incroyable. Le Nachash dit la chose suivante, Af ki amar Elohim, lotochelu mikol etz agan. C'est tout. Af ki amar Elohim, lotochelu mikol etz agan. Même si Akadosh Baruch Hu vous a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre, et la suite, on attend, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, même si Akadosh Baruch Hu, Af ki amar Elohim, c'est tout, il dit rien de plus. Finissez la phrase. C'est d'une sophistication incroyable. Il laisse continuer la phrase qui commence. Parce que Dieu savait que lorsque vous en mangeriez, vous deviendrez qu'Elohim, etc. Oui, mais là au début, Af ki amar Elohim, lotochlu mikol etz agan. Et oui, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Rien du tout. Il est là pour donner quelque chose qui est totalement vide, mais qui est entièrement présenté sous une sophistication du langage, ce serait le premier sophiste peut-être, qui nous permet de parler sans avoir rien dit, sans avoir apporté aucune connaissance nouvelle. Il y a des cultures et des civilisations extrêmement sophistiquées qui arrivent au niveau scientifique, technologique, à des résultats très, très, très raffinés. Mais dans tout ce côté raffiné, on se pose la question, que reste-t-il des choses évidentes? Les choses évidentes, c'est qu'il y a un peuple qui souffle en Égypte, il y a un peuple qui est persécuté, et le Moshe vient pour dire Shalach et Ami. Il n'y a rien de sophistiqué là-dessus. Il y a quelque chose de plus évident possible. Il y a ce peuple qui souffre, ce peuple-là, c'est mon peuple, et ce peuple-là, il faudra le faire sortir. Voilà la question à laquelle sont posé le peuple juif. Et lorsqu'on a aujourd'hui, dans plus d'un aspect de nos sociétés, des questions qui sont évoquées, il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens... Mais on a un tas de réflexions très savantes, mais il y a quelque chose d'évident, c'est qu'il y a quelqu'un dans lequel, paros la raiv lachmecha, vani merudim tavi bayit, tu peux aller aider le malheureux. Tu dois avoir recours avec... Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études très, très, très poussées pour savoir où se trouve le chesed, pour savoir où se trouve où la responsabilité de l'homme. Ces questions-là sont les questions profondes, sont les questions peut-être qui sont laissées dans l'ombre, dans le discours très, très, très savant que peuvent nous donner tous ces Khartoumé Mitzraïm. Peut-être qu'il y a à travers tout ça un petit peu de la conduite. Alors, je disais tout à l'heure en commençant, les Kérouvim gardaient le lahat de Cherev Amitapechet. Ça, c'est quelque chose de particulier, le Cherev Amitapechet. Akadosh Baruch Hu protège l'entrée du Gan Eden avec deux Kérouvim qui ont une Cherev qui est Mitapechet et un lahat. Qu'est-ce que c'est que ce Cherev et qu'est-ce que sont ces Kérouvim? Il y a une des explications les plus anciennes qui existent du Ham Israël. Elle a été donnée déjà par Philon dans ses commentaires et elle est reprise ensuite par le premier commentaire de la Torah, c'est Rav Sadia Gaon, et qui explique la chose suivante. On croit que le Lahat Acherev et Mitapechet, c'est l'épée qui fait peur et qui est là pour protéger qui voudrait retourner sur le Gan Eden. Toute l'histoire du monde, toute l'humanité rêve de retrouver le paradis perdu, rêve de retrouver la route, mais il ne faut pas y rentrer si on n'est pas, on n'a pas reçu la permission d'y retourner, si on n'a pas la conduite morale qui nous permet d'y retourner, et par conséquent, il y a des gardiens qui empêchent le retour dans le Gan Eden. Ça, c'est l'explication qu'on a l'habitude de donner. Ce qu'explique Rav Sadia Gaon, c'est autre chose. Il dit lorsqu'il est écrit « Lishmor d'Eretz Hachaim » pour garder le chemin du Etz Hachaim, ce n'est pas pour empêcher d'y rentrer, c'est au contraire. Peut-être que le jour où vous voudrez retourner, le jour où vous aurez la valeur morale pour y retourner, vous ne sauriez pas retrouver ce chemin-là.
il y a le Laat Acherev Amitapechet qui est clair comme un signe de ralliement pour dire voilà le chemin qui vous mène vers le Etz HaChaim. Ce qui vous mène vers le Etz HaChaim, c'est les Kérouvim, c'est ce Laat, c'est cette brillance d'Akadosh Baruch Hu qui donne la force pour qu'on puisse se rappeler qu'il existe un chemin qui nous ramène vers Etz HaChaim, ce qu'après on retrouvera à travers les Luchot Abérit, ce qu'on trouvera avec les Kérouvim qui protègent le Haron Abérit. Voilà peut-être le Lahat de ces Kérouvim, l'antithèse du Lahat des Chartoumé Mitzraïm. Je ne sais pas si nous savons exactement comment comprendre et comment approcher ce chemin qui nous mène vers le Gen Eden, cette manière de trouver à travers ces Kérouvim le souvenir de la porte qui nous ramène vers le Etz HaChaim. Nous avons comme certitude que le Etz HaChaim, hi la Mahazekimba, c'est la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Mais il y a une chose certaine, c'est que dans les Lahatehem et Latehem, les différents coups de prestidigitation et de magie des sorciers de Pharaon, on arrive de manière sûre et assurée vers le Gehinnam et vers tous les enfers que la terre a pu créer pour l'homme. Le premier connu, c'était celui d'Égypte, celui vers lequel nous désirons nous éloigner pour pouvoir rejoindre le pays d'Israël et ici en Israël, retrouver le Derech Etz HaChaim de la Torah. Amen. Keni Ratzon. Amen. Toda Rabba, Rav Shuraki. Merci, mais il faut la faire. C'est un cours magique. Il n'y a pas d'autre mot. Et sans être sophistiqué, vous n'avez dit pas à parler. Voilà, moi, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça un bonheur, tout simplement. Un plaisir de vous écouter. S'il y a des questions, c'est le moment, même s'il est très tard. Questions, remarques, c'est le moment, chers amis, de dire un mot.